y a quelques mois, j'avais fait une petite vidéo sur le BML, donc le Black Mamba Event Language, le petit langage de programmation que j'avais conçu pour mon jeu, alors qu'il avance pas d'ailleurs, mais ça c'est un autre problème. Du coup, ouais, j'avais fait un petit langage qui permettait de me simplifier la vie parce qu'avant j'utilisais, comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, j'utilisais des graphes en fait. Je faisais des graphes dans Unity directement, donc des trucs qui ressemblaient à ça. On va essayer de trouver un. Si je vais là, je dois avoir un graphe. Non, j'en ai pas. Alors ouais, c'est vrai qu'il faut, parce que maintenant ils sont dynamiques, alors il faut lancer le jeu avant. Oula. Ouais. Alors, on va couper la musique tout de suite, parce que l'algo il est tout pourri. Hop, et du coup là si je fais ça, voilà. On avait des graphes comme ça, et de base j'utilisais ça, j'avais expliqué que c'était un peu chiant parce que ça faisait des trucs avec des métadonnées, que quand je sauvegardais le programme, enfin le projet Unity, vu que c'est un truc qui est interne à Unity et que c'est des objets en fait qui se référencent entre eux, il me sauvegardait ça dans un fichier propriétaire. Donc c'était vraiment tout pourri parce que ça me permettait pas, à l'inverse de par exemple avoir un fichier comme ça me permettait pas de voir entre une version A et une version B les différences entre le programme. Et puis en plus, ça moi j'ai la maîtrise dessus, donc si ça change, enfin si Unity change, moi je peux réécrire derrière mon parseur et faire mes modifications moi-même. Alors que si c'est des trucs en interne à Unity, je suis complètement ken en fait. Voilà. Donc du coup là ce que je voulais expliquer c'est un petit peu le côté technique, de comment je l'ai fait en fait. Parce que la dernière fois j'ai juste montré un petit peu le langage, j'ai dit voilà ça sert à ça, c'est bien. Et là il y a des trucs un petit peu plus intéressants à regarder. Et bah, c'est ce qu'on va faire. Du coup, ça, ce fichier là dans lequel je suis, c'est un fichier G4. Les fichiers G4, c'est des fichiers de grammaire pour définir la grammaire de mon langage. C'est un fichier qui est spécifique à un logiciel particulier qui s'appelle Antellair 4. Antellair, c'est un logiciel qui permet de générer des parseurs et des parseurs de langage et des analyseurs lexicaux, des parseurs et des lexeurs. Alors c'est quoi Antellair hein? Si on cherche la définition, voilà, Antellair, c'est Another Tool for Language Recognition. Voilà. Ça sert à créer des compilateurs. Voilà. À quoi ça sert de créer des compilateurs? Un compilateur, c'est quoi? Un compilateur, c'est quelque chose qui va prendre un fichier source. Ça, c'est un fichier source, par exemple. Si on regarde le vrai code, le code de base qu'on utilise dans Unity, ça c'est du C#. C'est aussi un fichier source. Derrière ça, on a un compilateur qui va transformer ça en instruction intelligible par la machine. Moi, c'est un peu différent mon cas parce que je ne fais pas de la compilation. Moi, je fais de l'interprétation. C'est-à-dire que ouais, c'est un peu bizarre, non, parce qu'en fait, moi, je fais de la pré-compilation, en fait. Je transforme mon fichier source en une représentation intermédiaire, qui est le graphe, comme on avait vu la dernière fois. Et ensuite, ce graphe-là, il y a du C# derrière qui sait le gérer, et ensuite, comme le C# il est compilé en code machine, bah, la machine elle comprend ce qui se passe. C'est un petit peu un cas un peu particulier. Mais l'idée c'est ça, c'est soit créer des interpréteurs, c'est-à-dire quand ça lit le fichier, ça interprète à la volée les instructions, soit on fait des compilateurs, et les compilateurs, eux, ils transforment directement le code en truc intelligible par la machine. Voilà. Voilà, alors comment ça fonctionne ça? Alors du coup, il y a deux sections dans ce fichier. Il y a une section qui définit les règles du parseur. C'est quoi un parseur? Un parseur, c'est quelque chose qui va lire un fichier. Et là, dans ce contexte-là, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai jamais été très bon en théorie des langages, hein, j'ai dû avoir 3 ou 4 à ce cours-là à l'école, je m'y suis intéressé qu'un peu plus tard. Et si je dis pas de bêtises, le parseur, ce qu'il fait, c'est qu'il va lire le fichier qu'on lui donne en entrée et transformer ça en token. Et transformer le fichier en token. Voilà. En gros, il va regarder les règles. Par exemple, là, le programme, mon point d'entrée, c'est programme, et un programme, il est composé de. L'étoile, ça veut dire 0, ça veut dire 0 à n. C'est-à-dire, ça peut aller de 0 à l'infini. Il prend de 0 à l'infini constant affect, qui est une affectation de constante, c'est ce qu'on voit ici. Tac. Let young ninja yn égale young ninja, ça c'est une affectation de constante. Il prend une action et une fin de fichier. Voilà. C'est la définition de programme. En gros, le parseur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder tous ces tokens-là et il va me tokeniser tout ça. Ensuite, j'ai un lexeur, donc un analyseur lexical. Lui, il va prendre mes tokens et il va me construire un arbre avec ça. Donc, ce qu'on peut regarder, il y a un petit truc qui donne un exemple. Là, j'ai repris le programme qui était ici. J'ai repris ce bout de programme. Et j'ai un petit outil, Antellair Preview, qui me permet de construire un arbre à partir de ce programme. Alors voilà, l'arbre est bien compliqué, mais en gros, ce qu'on voit, c'est que, en fait, mon arbre, il est composé de quoi? Il est composé d'un programme. Il y a une affectation constante qui est composée de let yn égale young ninja.
Ensuite, il est composé d'une action. Cette action elle-même, elle est composée du mot-clé action. Alors, ces mots, alors, je vais en parler après. Action, d'un contexte. Le contexte lui-même, il s'évalue comme étant Translated Dialog Context, qui est une chaîne de caractères. Ensuite, il y a un action body. Cet action body, il contient une expression, qui est une say expression, qui contient ça, 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 enfin qui contient tout ça. Ensuite, il y a une label expression. Ensuite, on voit qu'il y a une autre expression encore, qui est une choice expression, qui est composée d'un choix, d'un nom de speaker. Ce nom de speaker, c'est une variable constante, et elle s'évalue par yn. Ensuite, on voit qu'il y a un message. Ce message s'évalue par cette chaîne de caractères là qui est village tis terrible help. Ensuite il y a un choice body, etc. Et puis ça continue à s'évaluer. Voilà. Si on regarde un peu les règles, je vais essayer de prendre un fichier qui est tout simple si possible. Lui il est pas simple. Voilà, lui il est pas trop mal. Lui, on va prendre celui-là. Alors bon, il y a des trucs compliqués dedans parce qu'il y a des conditionnels et des customs, mais ça c'est un autre problème. Donc on va l'utiliser, voilà. Et là, on a un arbre qui est un chouïa plus petit. Voilà. Donc on va essayer d'expliquer cet arbre-là en lisant les règles de mon fichier de grammaire. Voilà. Donc ça, c'est la règle, c'est le point d'entrée. C'est le point d'entrée initial de mon programme. Moi, je dis que ça s'appelait programme. Lui, il râle d'ailleurs, il dit « Ah, cette règle, elle n'est pas utilisée. » C'est normal, parce que c'est le point d'entrée et tout le monde s'en fiche, en fait. C'est juste que tu dis, ça commence par là. Voilà. Alors, c'est ce programme. Il peut prendre 0 à n constante affect. Donc là, ce qu'on voit, c'est que ici, il y a une affectation constante. Donc si on regarde la règle de la constante affect, elle s'attend au terminal. Un terminal, c'est un caractère, c'est un token qui n'a pas besoin d'être évalué en fait. Si on va sur let, hop, on voit que dans les règles du lexer, let c'est juste en fait un mot-clé. En fait, on dit que let, on match le mot-clé, on match le token let quand dans le source on trouve let en fait. Voilà. Donc là, si on revient dessus, on voit qu'il y a let. Hop, un name. Là, c'est un petit peu plus compliqué, un name. Un name, ça match une expression régulière. Une expression régulière, c'est quoi? Une expression régulière, c'est une manière de définir, c'est une chaîne de caractères qui va définir quelque chose qui va être matché par cette expression régulière. Là en l'occurrence ça a l'air compliqué les expressions régulières, mais ça ne l'est pas vraiment. En gros ce que je dis, ça les crochets c'est une classe, c'est-à-dire c'est une plage, et en gros je lui dis tu me prends les caractères de A minuscule à Z minuscule, puis tu me prends les caractères de A majuscule à Z majuscule, tu me prends l'underscore, et tout ça tu me le fais de 1 à n. Le plus c'est pas comme l'étoile, c'est de 1 à n, ça veut dire que je veux au moins un caractère. Et du coup ça va matcher si on utilise, hop, si on prend cette expression régulière là, regex 101, voilà, ça va matcher ça match. Par contre ça ne matche pas, et ça va matcher ça et ça. Voilà. Par contre ça va matcher ça aussi, mais ça va pas matcher ça. Voilà. Enfin ça va matcher tout le bout là, mais ça ne matchera pas cette partie. Voilà. En l'occurrence, voilà, ça donne un petit exemple de ça donne un bon exemple de comment ça fonctionne. Voilà. Du coup, on était au name, donc voilà. Donc ce qu'on voit, c'est que on match let qui match le littéral let. Ensuite, on match pour le name, on match une expression régulière qui match la règle qu'on a vue tout à l'heure. Un affect, c'est juste en fait un égal, et une string, c'est à peu près comme enfin, c'est toujours une expression régulière. En fait, là, ce qu'on dit, c'est qu'on veut avoir des quotes, des doubles quotes. On veut avoir n'importe quel caractère de 0 à n, et le point d'interrogation ça veut dire que c'est greedy en fait, ça veut dire que non, qu'elle n'est pas greedy justement, ça veut dire que l'expression régulière en fait, comme là c'est un point étoile ça match absolument tout, il faut dire à l'expression régulière de t'arrêter dès que ça match en fait, parce que si on met pas le point d'interrogation, en fait on va pouvoir mettre des chaînes de caractères dans des chaînes de caractères, et en fait ça s'arrêtera jamais, et du coup là il faut lui dire de pas être avare, donc de pas être greedy, et de s'arrêter. Donc du coup avec le point d'interrogation ça fait ça,
et ça permet de dire, ça permet de s'arrêter. Parce que si j'avais pas fait, si j'avais mis ça, juste ça, là il râle d'ailleurs, il dit ouais, tu vois, c'est mieux que ce soit pas greedy parce que sinon tu vas tout faire parce qu'il y a un wildcard, il y a un caractère spécial qui matche tout. Et là par exemple, si je mettais ça, un truc comme ça, voilà, ça matcherait. Alors, on peut le tester ici. Hein. Ouais, enfin bref. Mais ouais, en gros, voilà, faut pas faire ça parce que sinon ça match beaucoup trop. Voilà, ça donne une petite idée. Ensuite, voilà, donc on a montré ce que c'était une constante affect. Hein, c'est juste, en fait, j'ai une affectation constante. Elle prend le littéral let, elle prend un truc qui match le name, donc qui répond à l'expression régulière, le égal et un truc qui match une chaîne de caractères. Voilà. Donc, le programme, enfin le lecteur, s'il lit ça, si si comment dire il voit ça, il va considérer que ça match et il va me tokeniser le truc correctement et me créer mon arbre. Voilà, ensuite après derrière il va me générer un autre truc et moi je vais me débrouiller avec ça pour créer le programme, mais ça c'est encore autre chose, c'est compliqué. Là c'est du dev là, donc on va pas rentrer dedans, mais je vais juste expliquer ça, comment ça fonctionne. Voilà. Ensuite, on avait dit qu'il y avait une action et une fin de fichier. Alors une fin de fichier, c'est juste en fait le fichier s'arrête, voilà, tout simplement. Le fichier se termine et il le faut parce que si on met pas cette fin de fichier, alors je pense qu'on pourrait ne pas la mettre, ceci dit, mais c'est bien de dire que voilà, le programme il s'arrête quand le fichier se termine. Bon, c'est juste histoire de dire voilà, la règle terminale c'est la fin de fichier. Et ensuite une action. Une action c'est quoi? C'est le terminal action. Donc, le terminal action c'est juste action. Voilà. Un contexte et un action body. Un contexte c'est juste une chaîne de caractères. Donc on voit là si on regarde programme, mon action, il y a action, il y a contexte. Mon contexte c'est translated dialog context. Alors là il faut bien comprendre que tout ça, il n'y a il n'y a aucun traitement qui est fait là. Moi tout ce que je fais c'est définir une grammaire, la grammaire de mon langage, et je vais lui donner un comportement plus tard. Là, tout ce que je fais, c'est dire, voilà, moi les règles de mon langage, c'est ça. Ça, ce sont les règles de mon langage, et après, on s'en fiche. Ensuite, il y a un action body. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Un action body, ça prend une left curly, donc c'est une accolade ouvrante. Il prend un n expression, parce qu'on ne peut pas avoir un body d'action, un corps d'action vide, enfin un action body vide, ce serait idiot. Et right curly, c'est une accolade fermante. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est les expressions? Voilà, les expressions c'est un peu plus compliqué. On voit qu'il y en a plein. En fait, ça, cette barre oblique ici, c'est un ou. En fait, ça veut dire que ça peut être une global affectation, un say expression, un label expression, condition expression, choice expression et custom expression. En l'occurrence, nous là, si on regarde dans le source qui est là, on a une conditionnelle. Donc on va regarder. La conditionnelle expression elle est là, et si on regarde le truc, si on regarde l'arbre qui est ici, hop, la cond expression elle est effectivement dans mon action body. Donc on voit que c'est quoi? Une cond expression, c'est quoi? C'est le littéral cond, qui dit juste en fait ça, hein, c'est juste je veux que ça matche cond. L'exécuteur à utiliser, alors bon ça c'est juste une chaîne de caractères qui me donne le bout de code que je vais utiliser pour... En fait de base je voulais faire des if, des si, je voulais faire des si et des si non. Et en fait c'était un peu chiant de faire des noms, enfin de gérer les négations et tout, donc je me suis dit je vais le faire dynamique et en fait il faudra spécifier dans le code le truc qu'on veut utiliser, le truc qui va gérer la condition. Qu'est-ce qui va me dire comment la condition elle est valide ou non. Donc, je voulais pas m'embêter, mais bon, c'est pas important ça. Voilà. Ensuite, il faut une condition A, une condition B et un corps. Donc là, si on regarde, cond A, c'est une global variable. Donc ça, ici. Pourquoi c'est une global variable? C'est parce que conda, il peut matcher soit une global variable, soit une chaîne. Et là, en l'occurrence, on voit qu'il y a un truc qui commence par $village lost, enfin il commence par dollar et ensuite c'est en majuscule avec des underscores. Si on regarde comment est défini une global variable, c'est un global name et on voit que ça matche cette expression régulière là qui est en fait l'expression régulière d'un name qu'on a vu tout à l'heure plus un dollar devant. Donc ça permet au lecteur de savoir que ça, comme ça match cette règle là et que cette règle là elle est aussi placée avant le name, ça veut dire que c'est une variable globale. Donc il sait que c'est une globale et c'est ce qu'on voit ici dans le parse tree.
dans le parse tree, on voit que ma conde A, il évalue en global variable, et cette global variable, elle évalue en la valeur qu'on voit ici. Ensuite, la conde B, c'est juste, ça c'est juste une chaîne de caractères. Hop. Alors je sais plus pourquoi il y a des points d'interrogation ici, je me souviens plus du tout. Je ne sais plus. Ça, il faudrait que je relise la doc de. Alors ça a l'air, c'est sûrement de la greediness encore, mais je vois pas vraiment pourquoi. Alors, on peut essayer de les retirer, on va voir ce que ça donne au niveau de mon parse tree. Donc, on peut refaire une analyse, mais je me souviens plus vraiment. Et ça a pas l'air de bien changer. Bon, ça a pas l'air de changer grand chose. Donc je sais pas pourquoi il y avait ça. C'est sûrement un truc que j'avais dû lire dans la doc. Mais bon, je vais les laisser quand même, mais il faudrait que je relise la doc. Pour le coup là, je sais pas vraiment à quoi ça peut servir. Bon, ça n'a pas l'air d'être super utile parce que le programme marchait quand même sans. Voilà. Ensuite, il y a un corps de condition. Donc là, on n'a pas vu la conde B. La conde B, elle, ça peut être une variable constante ou une string. Et là, en l'occurrence, comme c'est directement un truc qui va matcher le terminal string, c'est-à-dire un truc qui est entre côtes, ce qu'on a vu tout à l'heure avec le caractère point d'interrogation pour que ce soit pas greedy, eh bien, ça match directement une chaîne, et c'est ce qu'on voit dans le parse tree. C'est conde B, c'est juste true, en fait. Voilà. Ensuite, il y a un conde body. Alors ça, le conde body, c'est le corps de la condition. Et le corps de la condition, en fait, il est encapsulé par des accolades ouvrantes. C'est ce qu'on voit ici. Il y a une accolade fermante, donc la R curly. Il y a 0 à n inner conde expression. Donc ça, c'est des expressions. Alors ça, c'est mal fait, ça. S'il y a des gens qui font la théorie des langages, ils vont mettre des claques, c'est sûrement très mal fait. Et ensuite, il y a une expression non linéaire. Alors pour ça, les inner condes d'expression, on va pas revenir dessus. En fait, c'est exactement la même chose que les condes d'expression, sauf qu'en fait, sauf qu'elles sont englobées dans d'autres trucs. Alors c'est très très mal fait. Ça pourrait sûrement être fait beaucoup mieux, mais voilà, je suis pas un expert en théorie des langages et j'avais fait ça en 3-4 heures. Donc c'était plutôt pas mal. Ensuite, on a une expression non linéaire, et ça, les expressions non linéaires, c'est des sauts conditionnels en fait. Ce que je dis, voilà, quand tu fais une condition, à la fin d'une condition, tu peux dire soit que ça se termine, et du coup le programme il s'arrête, soit que tu continues, et du coup que tu continues à la suite du code, soit que tu jump, c'est-à-dire que tu sautes à un autre point du programme. Voilà, ça c'est pareil, c'est dégoûtant. Les jumps, c'est un truc qu'on n'est pas censé faire en programmation, parce que c'est ça la suivre, mais c'était plus simple pour mon langage. Voilà. Donc du coup, voilà, ça donne une petite idée du truc. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, globalement, ça donne une idée de comment ça fonctionne. En gros, ici, dans le parseur, je définis la structure du programme. C'est-à-dire, voilà, j'ai un programme, il est composé de 0 à n constant affect, d'une action, d'une fin de fichier. Une action, c'est le mot-clé action, un contexte, un action body. Le contexte, c'est une string. L'action body, c'est quelque chose qui est encapsulé dans des accolades et qui contient 0, 1 à n expressions. Une expression, ça peut être ça, ça, ça ou ça. Par exemple, si on reprend la label expression, c'est juste un label et un nom de label, et un label name c'est un name. Donc le name, on a vu tout à l'heure que c'était un truc qui matchait une expression régulière qui prenait AZ underscore de 1 à n fois. Et voilà. Et ensuite, il y a pas mal d'autres règles, etc. Des noms de fonctions, des noms de type, pour d'autres trucs. Voilà. Et ensuite, on a le lexer qui lui, comment dire, définit ce que sont les tokens, les terminaux. Et voilà, par exemple, action c'est ça, c'est ça. Donc tout ça c'est simple, hein, ils matchent leur nom. Et eux c'est juste qu'en fait on peut mettre égal égal comme nom, donc du coup ils matchent quand même leur nom, hein, c'est les mêmes. Et après il y a quelques expressions régulières qui permettent de gérer les cas un petit peu particuliers comme les chaînes de caractères, les globales, les commentaires multilignes. Ça c'est exactement la même chose que la string, sauf que il y a la syntaxe du commentaire multiligne ici, et là il y a de la greediness. Ensuite il y a un skip, ce qui veut dire qu'en fait on ne les utilise pas plus tard. En fait, ça veut dire qu'en fait, il les match et il les ignore complètement. C'est un commentaire, en fait, on s'en fiche nous, dans le code, c'est juste pour le programmeur pour relire. Un line command, c'est la même chose. Il y a les strings, ensuite il y a les espaces. Pareil, les espaces, il les ignore complètement. Le programme, il se dit, il y a un espace ou une tabulation, je m'en tape. Ça ne m'intéresse pas. Donc le programme, il pourra tout coller. Ça marchera exactement pareil. Et ensuite, il y a les sauts de ligne. Donc les sauts de ligne, c'est soit des slash R, soit des slash N. Donc ça, c'est pareil. Hein, c'est les retours chariots ou je sais plus ce que c'est l'autre. Et pareil, ça, on les ignore. Donc mon programme, en fait, il pourrait très bien être absolument tout collé. Que ça reviendrait absolument au même. Alors, faut peut-être pas trop abuser au niveau de coller. Il y a peut-être des trucs qui vont pas matcher. Voilà, ça marche pas parce que par exemple, il peut pas comprendre. Là, il pense que c'est un.
il pense que c'est un name en fait, parce que bah, forcément ça match les deux règles. Par contre, si je fais ça, il arrive à déterminer que non, c'est une expression say, parce qu'une expression say, elle a un name, ensuite elle a un truc qui match, enfin qui ressemble à ça, ensuite ça. Et voilà. Par contre, quand les règles elles se confondent, effectivement, ça ne fonctionne pas. Voilà. Voilà. Bon, du coup, voilà, ça donne une petite idée de ce que c'est, enfin de comment ça fonctionne derrière, qu'est-ce que ça utilise, et voilà. Bon, c'était sûrement pas très compréhensible comme assez souvent, mais voilà, si ça intéresse des gens, c'est cool.